d'entrer dans le vif du sujet. Avant cette fiction, alors c'est vraiment une question pour tout le monde, est-ce que vous avez déjà entendu parler des pervers narcissiques et c'est un sujet qui a été un peu médiatisé ces dernières années? Est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce genre de personnes ou que vous étiez déjà initié? Vas-y, t'es au bout là. Non, mais en fait, non, moi j'allais dire que j'ai eu la chance de ne pas en croiser, de ne pas en avoir, de pas être victime de ce genre de comportement pervers ou perverse. Mais que par contre, je trouve que l'emprise, c'est quelque chose que j'ai déjà vu se créer dans un couple qui n'était pas le mien. Voilà, j'ai déjà vu, j'ai déjà une amie comme ça dont on voit que progressivement, en fait, le couple glisse comme ça petit à petit vers un rapport qui est toxique et anormal. Mais comme ça se fait pas à pas, ben, la vraie difficulté, en fait, c'est d'un coup de se dire la ligne rouge, elle est là. En fait, la ligne rouge, au fur et à mesure, elle est décalée. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui, je pense, rend difficile, du coup, à un moment donné, le recul et le passage à l'acte, de se dire il faut sortir de cette situation-là. Et du coup, même je trouve que pour l'entourage, c'est très compliqué de dire en fait, ça se fait pas. Parce que peut-être que même en tant qu'entourage, il y a des choses sur lesquelles je suis passée, on va dire, un peu avant, quoi. Je me suis dit, là, ça a déconné, mais j'ai peut-être pas réussi, moi, à verbaliser tout de suite le fait que c'était pas normal, parce que c'est à chaque fois des petits détails qui s'accumulent et qui font qu'ensuite on aboutit à une situation inextricable et difficile. Voilà, Marie ? Non, non, je suis mais trop après, concernée par le sujet de non-bonnet, c'est ça. Non, mais c'est surtout parce que ça fait longtemps qu'on se confronte aux violences faites aux enfants et faites aux femmes et que tout ça est lié, tout ça a un spectre commun en fait. Donc nous, on a ressenti le besoin de s'y pencher et quand Julie Coudry nous a proposé ce scénario d'Éléonore Bauer et Guillaume Labbé, c'est vrai qu'il y a une sorte d'évidence sur le fait de détailler l'emprise comme ça. Nous vraiment, c'est parce qu'on a compris, enfin, on a étudié le sujet et qu'on nous a inculqué aussi tous les mécanismes d'emprise qui mènent aux violences conjugales et en l'occurrence le pervers narcissique, c'est un mot très à la mode, mais en tout cas, moi je préfère le terme de mécanisme d'emprise. Le film détaille ça et je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment important d'en avoir connaissance pour pouvoir éviter, pour pouvoir lutter contre. Et voilà pourquoi on s'est jeté dedans. Enfin, Eric, je crois que c'est un peu. J'aime bien comment elle passe ça. Non, mais enfin, voilà, je parle en ton nom, donc je préfère que c'est des sujets. Entre le sujet qu'on a abordé avec les chatouilles et là, c'est des sujets de société qui sont trop importants à apporter. Alors, avoir la réponse dans le film ou la réponse nous-mêmes, je pense qu'on ne l'a pas obligatoirement. Parce que c'est un problème de société et c'est pas simplement un problème d'humain. Ce serait trop facile de dire c'est entre lui et elle, ou entre elle et elle, ou lui et lui. Et voilà, très souvent d'ailleurs, dans ce genre de rapport, on les enferme tout de suite dans un rapport unique en disant, disons les Thomas ou les Fabien, bon pas bien du tout, mais non, c'est un problème beaucoup plus large que ça et c'est un problème de patriarcat déjà, sûrement. Mais c'est aussi un problème de société. On a du mal à arriver à donner le juste milieu d'une liaison, enfin d'un rapport de deux personnes. S'il y en a un qui, comme disait tout à l'heure Nicole, c'est un peu pour moi l'érosion d'une falaise, c'est-à-dire que c'est pierre par pierre. Avant de vous rendre compte que la falaise est au bord de votre maison, que tout va s'écrouler, vous avez laissé passer le temps en vous disant c'est la dernière pierre, après il y en aura, il y en a encore une, c'est la dernière. C'est ça le problème, quoi. Mais c'est un problème de société, c'est pas que ce problème-là. Bien sûr que les pervers narcissiques n'arrivent pas comme ça, ce serait trop facile, ils viennent de quelque chose. C'est un système de domination. Marie, Nicole, est-ce que pour préparer votre rôle, vous êtes allé à la rencontre peut-être de victimes qui ont parlé, qui le fait arriver Pour ma part, il y avait déjà, je trouve, beaucoup d'ingrédients dans le scénario, avec une vraie cohérence, en tout cas dans toutes les étapes psychiques que va traverser cette femme.
moi, ce que je trouve intéressant en tant que comédienne, c'est justement d'explorer, parce que évidemment, si c'était tout blanc ou tout noir, ça serait un peu ennuyeux, parce que la vie, elle est plus complexe que ça, plus riche que ça. C'était de voir vraiment, parce que je pense qu'on a tous plus ou moins été confrontés dans des relations de couple où on rentre un peu en zone orange, mais on ne sait plus pas vraiment, puisqu'on est dans la zone orange, mais est-ce que c'est vraiment une zone orange? Et là, c'était de voir vraiment entre nos histoires de couple, où il y a forcément une part de bonheur, une part de toxicité, finalement l'ascendant que l'un prend sur l'autre. Enfin, je trouve que c'est des questions déjà de couple à la base, mais de voir quand tout d'un coup on passe cette zone orange et que là on tombe dans un vrai travers névrotique où réellement on se rend compte que ce sont des individus qui sont des prédateurs et qui d'une certaine façon cherchent leur proie, leur victime. Et ça m'a passionnée de voir quel genre de profil psychologique faisait partie cette femme. Et puis voir toutes les petites choses qui sont comme des espèces de leviers pour que cette descente aux enfers, alors c'est un peu une métaphore complètement idiote, mais moi on m'avait un jour fait une espèce de parallèle complètement idiot pour un jour me parler des relations. C'est comme, on va mettre, c'est très con, hein, je pense que vous ne pouvez pas mettre ça dans vos interviews, mais on va mettre une... C'est malin, c'est l'endroit pour le dire. Alors là, vraiment, c'est bien l'endroit où tu peux. Je le dis, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais peut-être qu'il ne faut pas le mettre. Mais c'est un peu comme si vous mettiez, on m'avait dit une fois, voilà, ce qui était très bizarre comme comparaison, mais tu mets une grenouille dans une casserole d'eau bouillante du premier coup, elle va s'échapper, elle va sortir de la casserole, elle va se dire non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors que si tu la mets dans de l'eau un peu tiédasse et que petit à petit tu fais bouillir la marmite, elle aura plus le réflexe de s'échapper. Et ça j'ai trouvé que voilà, cette métaphore, c'est ce qu'elle est, était intéressante. C'est comme une toile d'araignée qui se referme lentement. Oui. Et il y a une relation qui est super intéressante aussi, c'est la relation à la meilleure amie, qui est finalement la seule à capter ce qui se passe. Et c'est là qu'on voit la puissance du pervers narcissique. Elle se connaît peut-être depuis, je sais pas moi, 25 ans, et elle n'arrive pas à lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est ça qui est... Non mais parce que comme dit Marie, déjà ça se passe par étapes, en plus ce sont toujours les mêmes mécanismes, alors que là, le but en fait du prédateur là, c'est d'isoler sa victime au plus possible. Donc, même si là, en l'occurrence, dans la folie, l'ami comprend, mais... oui, parce que l'autre ami comprend, pas, mais il dit rien, lui. Oui, voilà, c'est ça. C'est deux façons d'aborder les choses différemment. Ouais. Mais le but est d'isoler toujours la victime, donc en habitant loin, en la rendant dépendante financièrement. Ils savent se positionner, ils savent se positionner agréablement. C'est ça, Parce que c'est là où l'anguille est difficile à choper. C'est ce que dit le personnage de Marie. Je suis dans un appartement magnifique, on fait l'amour, on n'arrête pas, c'est génial. Il s'occupe de mon gamin. Il se met dans une position où c'est très difficile, même pour les gens autour, de se dire je suis en train de détruire. Bon, elle n'est pas très très bien, mais peut-être qu'elle n'est pas très bien pour autre chose. Mais lui, en tout cas, il a très très bien mis ses positions pour qu'il soit imparable. Et puis de toute façon, c'est quand même tout le temps ce qu'on entend quand il y a des féminicides ou des violences conjugales et qu'on en parle, c'est dire mais pourquoi elle ne l'a pas quitté avant? Et c'est exactement, c'est une super métaphore d'ailleurs ce qu'on t'a dit. Pour moi l'histoire de la grenouille, c'est très très bien, c'est une image très pertinente parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire les gens ne se rendent pas compte qu'au fur et à mesure ce sont des étapes charnières comme ça. Alors dans À la folie, Éléonore et Guillaume ils ont écrit à chaque fois des moments charnières et nous c'était aussi le parti pris de dire bon on va à chaque fois aller à des points, des endroits dans la relation où ça bascule toujours plus. Et c'est ça qu'on avait besoin de montrer. Et c'est ça qui se passe aussi dans la vraie vie, dans ce type de relation. Et dans ce type de destruction d'un être humain, en fait. Malheureusement. Avec cette notion de culpabilité. Ah bah oui, tout à fait. Parce qu'on se dit je suis faible, je suis nulle. En plus de ça, le pervers narcissique, on va toujours chercher la personne qui a un doute sur elle-même. À partir du moment où cette personne qui a un doute sur elle-même, c'est tellement facile. On va toujours trouver la phrase qui fera que l'autre va faire « Ah, il a peut-être raison ». C'est vrai que, ce qu'elle dit encore dans son personnage, c'est toujours cette position-là. C'est très préparé. Il y a la préparation du je suis le gentil qui fait tout pour l'autre, et l'autre, quelque part, ne comprend pas ça et ne comprend même pas qu'il en a besoin. Donc à partir du moment où il y a quelqu'un qui a un minimum de doute, j'espère qu'on l'a tous, on a un doute sur soi-même, c'est foutu. Parce que... Oui, puis on trouve aussi souvent
souvent dans les rapports humains des circonstances atténuantes, que ce soit en amitié, en amour, mais principalement en amour, parce que comme il y a cette espèce d'élan un peu mystérieux de l'amour, on va toujours trouver un peu des circonstances atténuantes. Et à un moment, ce basculement qui fait que jusqu'où ça s'arrête, parce que c'est vrai que enfin, moi aussi ce que je trouve intéressant, c'est aussi que le pervers narcissique, ou d'ailleurs peut-être la perverse narcissique, elle a une histoire aussi qui fait qu'elle en est arrivée là, qui explique et qui peut, là on n'a pas pris ce parti de s'attacher à cet homme, parce que ça pourrait aussi être une femme, mais on pourrait aussi avoir un autre film qui serait dans le parcours de cet individu. En fait, c'est un peu ce qu'on a voulu montrer avec les métaphores sur la corrida qui était au scénario, avec vraiment l'image réelle du taureau et tout. Nous, on a choisi de retranscrire l'image avec directement le personnage de Damien et le mettre seul dans cette arène pour montrer aussi son intériorité. Et montrer que tout n'est pas binaire ou justement manichéen, c'est-à-dire que oui, il fait du mal, ça c'est indéniable, il le fait. Peut-être qu'il y a un endroit où il faudrait chercher pour comprendre pourquoi cet homme-là a emprunté cette route-là et qu'est-ce qu'a déréglé. Le faire comprendre, c'est tout. Mais pour moi, c'est tout, ça peut comprendre, c'est bien. Et puis, non, mais c'est ce qui nous manque beaucoup aussi dans cette société, c'est qu'on condamne les violences, hein, on dit non, c'est pas bien. C'est vrai, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Avec 82 femmes sont mortes qui sont tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis début de l'année, c'est pas bien. Non, c'est insupportable. Mais voilà, enfin, aucun budget ne sont dégagés pour poursuivre l'étude de protocole pour sortir ces agresseurs de leur cercle infernal de violence. Ça n'est jamais fait, ça. Bon, certains vont en prison, puis ils ressortent, puis ils réitèrent, enfin, constamment, et ça, on va pas se mentir, c'est la réalité. Donc le problème, il est là. Qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? Là, aujourd'hui, on décrit des mécanismes, on commence à les comprendre, ça commence un peu à se démocratiser. Merci aussi les fictions, parce que quand même, je trouve que les chaînes télévisées, enfin la télévision s'est très très engagée sur ce sujet ces dernières années, et ça quand même, et toutes les chaînes, donc ça fait plaisir. Mais voilà, on commence à aborder vraiment ces sujets, à les décrypter, mais pour l'instant, on ne donne pas de solution concrète pour lutter contre. Ce que vous soulignez bien aussi, c'est l'impuissance de la justice, parce qu'il y a quand même toutes ces scènes. Ouais. D'abord, l'avocate, elle passe un peu pour une emmerdeuse, parce que se dit, ah bah tiens, elle prend le dossier, donc ça veut dire que quand même il y a ce truc, quand même, d'ailleurs, c'est encore une femme, et donc du coup, il y a toujours un peu ce rapport-là qui est toujours ambigu. Il y a quand même ce juge qui dit, bon, on m'emmerdait avec vos histoires, là. Et puis il y a quand même cette scène qui est très réussie de fin, où il vient lui parler, et il lui dit, voilà, je peux rien faire. Mais oui, ça a été un élan tripal de tournage, du jour de tournage. C'est une question, c'était pas possible. C'était pas possible pour nous d'abord parce que ça positionnait oui, on lui a écrit la scène sur l'iPhone. L'homme, on a dit apprend. Ça nous positionnait vraiment dans le côté, ni la justice ni les hommes n'ont aucun regard là-dessus, et on a dit c'est pas possible. C'est pas possible, il faut qu'il y ait tout d'un coup, il y ait quand même un positionnement, parce que sinon c'est encore manichéen. Non, ceci dit, des hommes, il y a de très beaux hommes dans la folie, hein, parce que Bruno est formidable, Noé est formidable, enfin il y a vraiment de belles personnes, le fils il est... Oui, mais ils ne participent, ils ne prennent pas position, et ils n'ont rien vu, ils ne prennent pas position. Donc on s'est dit à un moment donné, bon il y en a un, au moins qui dit si je ne prends pas position, je ne prends pas position, c'est parce que je ne peux pas le faire. Mais si je pouvais le faire, ça changerait. En plus, Noé, il faut s'enquêter. On a l'impression d'assister à un truc auquel on ne devrait pas assister. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que s'il y en a un qui déverrouille les choses, c'est quand même Noé. C'est quand même un homme qui va vraiment déterminer le chemin. C'est lui qui va chercher l'avocate, c'est lui qui appuie, c'est lui. Donc c'est en ça aussi que ce récit est assez intéressant, c'est que de toute façon, c'est pas un problème de genre à la base, hein. C'est devenu un problème de genre puisque effectivement le patriarcat est essentiellement masculin évidemment là, et ce système de domination est là depuis des millénaires, et que pour l'instant on n'a jamais connu l'inverse, hein, et on ne le souhaite pas, parce qu'on ne souhaite pas de domination en fait, on souhaite une égalité. Donc c'est tout, sauf que effectivement pour l'instant il faut quand même appeler un chat, un chien, que pour l'instant les violences faites aux humains, c'est pour 98% sont des hommes, hein, qui exercent des violences sur des femmes ou des enfants. Et ça, il ne faut pas le nier, parce que si on a besoin, pour lutter contre ça, pour lutter contre ce système de domination, de faire un constat concret, réel, factuel et chiffrable, et ça l'est, parce que tous ces chiffres dont on parle de 97%, pardon, je vais augmenter d'1%, mais 97% des violences sont perpétrées par des hommes, oui, on ne l'invente pas en fait. Donc il faut reprendre les choses vraiment à la racine de la violence, c'est dès l'enfance en fait, hein, qu'il faut en parler de tout ça.
Et justement, justement, vous avez vu il y a une volonté pédagogique de sensibilisation à travers cette fiction, au-delà du thriller qui De toute façon, c'est souvent une œuvre d'art ou artistique a un fond. Je crois que personnellement, tout est politique pour moi. Donc là, ce qu'on essaye de faire là-dedans, c'est évidemment d'essayer de faire passer le message. Mais je dirais même, si on n'avait pas voulu le faire passer, le message, de toute façon, il passe de lui-même. C'est impossible c'est une forme de pédagogie, mais en même temps, elle est inscrite. On aurait filmé sans rien, un texte simplement très journalier et très comme ça. Je suis sûr que de toute façon, il y aurait eu le propos. Il y aurait eu le propos. Après, il y a une tournure de phrases de l'auteur, des auteurs, mais je pense que de toute façon, il est là, le message, oui. Et peut-être pour les actrices, justement, est-ce que cette sensibilisation vous a incité aussi à participer au... Moi, en tout cas, je trouve que pour moi, la portée d'un projet comme ça, c'est vraiment à la fois l'effet miroir que ça peut avoir sur les personnes qui en sont victimes et qui sont prises dans ce système-là et qui ont peut-être trop la tête dans le guidon pour se dire « je suis victime de quelque chose comme ça ». C'est-à-dire, je trouve que le fait d'un coup de visualiser un mécanisme et de dire « ça, je l'ai vécu, ça aussi, ça aussi, ça aussi », ça peut avoir cet effet... très fort d'être déclencheur juste de l'acceptation de sa situation et je trouve que l'autre point qui est très important, c'est que ça l'est pour les victimes et ça l'est aussi pour les témoins. Alors les agresseurs, je ne sais pas en fait quel peut être l'effet, je ne sais pas si ça, j'avoue, je veux dire, autant voilà, j'ai une copine qui est dans une relation d'emprise où elle a vu le film Mon Roi, où vraiment il y a des choses qui l'ont vraiment fait percuter. Après je ne sais pas si sur son conjoint ça a eu le même effet. Mais en tout cas pour les personnes juste de l'entourage, aussi le fait de se dire, de voir la même situation, mais sans que ça implique l'affect, de se dire ah je vais blesser mon ami si je dis ça, et juste de voir une situation qui nous détache de notre propre histoire, mais qui révèle les mêmes choses, ça permet d'être un support de parole, ça permet d'être un support de révélation, du coup de sensibilisation. Et puis ouvert à tous quoi. Et puis je trouve qu'aussi voilà, le pouvoir de la télé, c'est que c'est quand même quelque chose qui reste encore, contrairement peut-être à internet, un programme qu'on regarde tous en même temps le même soir. Et peut-être voilà, contrairement au cinéma ou contrairement à ce qu'on a maintenant à notre ce qu'on va avoir comme contenu à la demande. Et c'est ce qui fait que ça permet que le lendemain il y ait une discussion à un moment donné collective. Et souvent c'est ça, moi je trouve qui manque dans ces situations-là, c'est de pouvoir tendre une perche, de se dire je trouve que voilà, dans des cas de situation de violence conjugale ou de violence globalement, c'est difficile de dire je m'inquiète pour toi, et comment ça va, ou difficile de dire bon alors en fait je me dis voilà en fait mon mari me frappe, mais c'est compliqué d'avoir ces trucs là. Alors que quand d'un coup il y a eu un film la veille, qu'on a été 2-3 peut-être à le voir, etc. Ça peut peut-être amener 3 millions. Non mais justement c'est souvent ce qui est bien aussi justement avec la télévision, je rebondis sur ça, c'est que c'est souvent ce type de fiction sont souvent suivis d'un débat. Bon, je sais pas si ce sera notre cas, mais je pense que oui, mais enfin si ça le sera, j'espère bien. Mais a priori c'est comme ça que ça se passe. Et on voyait donc quand il y a eu la diffusion de notre film Les Chatouilles sur la pédocriminalité, et on avait il y a beaucoup de monde qui l'ont regardé, et il y a quand même 2 millions de personnes qui sont restées regarder le débat. C'est quand même du jamais vu. Enfin, je veux dire, c'est très rare. Donc on sent quand même que les gens, la société civile, s'interroge, a envie de comprendre, a envie de savoir pourquoi les féministes gueulent quand il y a marqué drame conjugal au lieu de féminicide dans les journaux. Et puis mais alors, c'est quoi la différence d'une drame passionnelle? La jalousie l'a poussé à l'égorger. Mais donc voilà, comprendre quand même tout ça et pouvoir vraiment débattre et puis que ça s'intègre aussi parce qu'on a besoin de répéter, c'est de la pédagogie aussi, encore une fois, on parlait de pédagogie tout à l'heure. Et c'est vrai que l'outil, on l'espère, est d'abord artistique avant d'être pédagogique et politique, mais ça sert à ça aussi, ce métier, enfin, je crois. Quels ont été vos partis pris de mise en scène et de réalisation pour montrer l'engrenage? Le parti pris de mise en scène et de réal pour montrer l'engrenage. Yes. Non, on avait envie encore une fois de s'amuser à faire vraiment de chercher
à faire des scènes et des choses qui nous parlent artistiquement, mais même au niveau lumière, au niveau de l'amener dans quelque chose. On ne voulait pas renoncer à la beauté. Non, aussi. on voulait arriver à faire quelque chose vraiment d'artistique quand même, parce que, encore une fois, là je reviens quand même au film des Chatouilles, mais c'est que faire passer un message, plus il est ardu dans son mode artistique, plus on peut lâcher vite. Plus il y a quelque chose de prenant à l'image et de beau, de drôle par moment, plus on peut rester pour avoir envie d'écouter ce qui se passe et ce qui se raconte. Alors bon, c'est vrai que sur le plan des Chatouilles, franchement, quand on lisait le scénario, on regardait, beaucoup de gens ont vu regarder le scénario en faisant « Oula, là, ça, je vois pas, c'est choquant ». Et à l'arrivée, c'était pas ça, et on a été obligé de le défendre de la même façon que là, en disant « Mais il n'y a rien, il y a rien qui fait peur, il y a des angoisses, il y a des moments terrifiants, mais ils sont avec des moments pour souffler au milieu de tout ça ». Ouais, alors après ça s'est beaucoup fait au montage, parce que comme dit Eric, le scénario était déjà très riche hein, en termes comme on parlait des étapes tout à l'heure et du parti pris, de ce détail de l'emprise. Donc Éléonore et Guillaume avaient déjà énormément travaillé ça. Après, il y avait vraiment deux parties, tout ce que subissait le personnage d'Anna et puis l'enquête. Puis alors nous, on s'est dit en tant que réal, on va mélanger tout ça, faire remonter l'enquête, machin, et puis pour donner aussi du rythme, être dans quelque chose qui nous tient aux tripes et qui ne nous lâche pas. Notre but était évidemment de capter l'attention du public tout le long, parce que aussi, quand tu regardes la télévision, t'es pas enfermé dans une salle de cinéma où tu as payé ta place puis tu attends. Là, il est important de capter le public tout de suite et qu'il puisse rester 1h40 à regarder ce même film et être passionné malgré ton enfant qui veut le dernier câlin et puis j'irais bien me faire un petit déca et puis voilà, mais il faut quand même tenir ça. Et donc nous, la notion de rythme et de beauté et puis la qualité de jeu, ce qu'on voulait, c'était un jeu irréprochable. On est complètement obsédé par la direction d'acteurs et d'actrices. Et donc voilà, on a énormément soigné notre casting. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, vraiment soigner le casting de manière à avoir le temps sur le plateau, à changer si on a besoin, chercher ensemble, échanger des choses, dire non, laisse tomber ces mauvaises idées, et on fait comme ça. Donc le parti pris, il est d'abord de bien verrouiller à la préparation, de manière après sur le tournage, on a confiance en notre équipe. Et on n'a pas le même nombre de jours de tournage sur un film et sur un téléfilm, donc à partir de ce moment-là, plus on verrouillait au départ et plus on était, on regarde avec Marie, Nicole et avec tous nos camarades, Alexis, plus c'était sûr dans nos têtes de ce qu'on voulait, là où on allait. On a vraiment préparé presque, je dirais, même plus, que là on sort d'un tournage de long, là on se rendait compte qu'on a vraiment en fin de compte eu, attention, on a eu le temps nécessaire pour faire le film par rapport au long. On a fait, merde, on a dû bien préparer parce que ça nous a paru beaucoup plus dur de faire le long que de le faire là, parce qu'on était très précis dans ce qu'on avait dans la tête. Mais ça, je dirais, ça vient aussi du théâtre et ça vient aussi de la danse. C'est que les mouvements sont répétés avant de passer à la première. Et non pas d'arriver sur le tournage en se disant c'est la première fois qu'on va faire ce mouvement. Donc dans notre tête, on les avait vraiment préparés. Ouais, et puis voilà, le souci aussi, Rick et moi, on a le souci du rythme. Hein. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et pour autant, c'est une espèce de faux lent ou faux rapide, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans le speed, mais il y a des moments où on impose le silence et puis d'un seul coup, ça va repartir et on essaie de fonctionner comme ça, un peu en ascenseur émotionnel, on tient et puis hop, on relâche et on retient comme ça et on essaie de faire ça dans la réal et surtout dans le montage de notre film. Et pour nous, le montage est une réécriture totale. Parce que le casting est aussi réussi, parce que vous parliez de AP dès le début, et ce qui marche bien, c'est que ce couple, d'abord elle, on a envie d'être copain avec elle, parce qu'on se dit qu'elle est sympa, en plus elle a des potes, tout de suite on crée un personnage, et puis après ce couple finalement, au départ, ils sont plutôt sympas, on a envie d'être potes avec eux, et le casting c'est compliqué quand même. Non, mais on avait la volonté de démarrer par une comédie romantique, à part la première scène. La première scène, c'est pas peur de rêver d'avec plus. Non, mais on voulait vraiment écrire. Mais c'est vrai, alors je défends la paroisse, mais c'est vrai d'abord on a eu une grande, je pense qu'on a eu une confiance mutuelle dans les comédiens et les comédiennes, et je pense de leur côté aussi. Et la deuxième chose, c'est qu'en grande majorité, il y avait des comédiens de théâtre. Et il y avait des gens qui avaient fait du théâtre. Et pour nous, c'est important aussi parce qu'on a une tendance
dans nos déplacements, dans le fonctionnement de la mise en place, elle est très théâtrale. On parasite. On va parasiter dedans, mais c'est ça bouge avec des vrais mouvements de théâtre. Et là, on avait des gens qui le pigeaient. Donc pour nous, c'était génial. Marie, est-ce que c'était un des rôles les plus éreintants, non pas pour le timing de tournage et pour la direction, mais Non, tout allait bien. surtout parce que c'est les montagnes russes émotionnelles et une femme, bon, il ne serait pas actrice qui vivrait ça, ben, elle en sort épuisée. Est-ce que vous, en tant qu'actrice, il y a des scènes qui sont mémorables, quoi, face à la glace, quand elle dit arrête, arrête, arrête? Alors cette scène est intéressante. Parlons-en. Ah voilà, mais vraiment par rapport à tout ce que vous avez pu faire, vous en avez fait des trucs et pas des petits trucs, mais là on se dit quand même que c'est un rôle, mais Bah, en fait, je crois que c'est une espèce d'alchimie entre plusieurs états. Le premier état, c'est la disponibilité absolue, ouais. puisque oui, c'est cette disponibilité émotionnelle absolue qui est une espèce comme un réceptacle où bah, justement la relation de confiance, de nourriture que m'ont pu me donner Andrea et Eric. J'avais l'impression, c'était assez presque contradictoire, mais je crois que c'est un des tournages où je me suis sentie le plus sereine, vraiment totalement joyeuse, épanouie. Non mais vraiment, parce qu'il y avait cette relation de travail qui était magnifique, parce que basée sur la confiance et justement sur cette liberté où on sait que là il va falloir lâcher les chevaux et on sait qu'on va être là, qu'il y a un filet, mais qu'on ne s'impose pas de limites. Moi, souvent quand je parle, j'oublie ce que je suis en train de dire. Donc, bon, il y avait ça, il y avait la confiance qui s'est installée assez rapidement entre nous. Et voilà, au bout d'un moment, on n'a plus besoin forcément de mots, c'est dans le regard. On sait. Et puis cette part, troisième chose et quatrième. Troisième chose qui était assez questionnant pour moi, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est de plus en plus habitué au format de série. Et on a de plus en plus de personnages magnifiques qui se déploient sur des saisons entières, sur des épisodes qui sont très longs. Et on est de plus en plus habitué à voir des personnages où les étapes psychologiques, ça prend le temps, il y a des creux, etc. Et là, tout d'un coup, être dans un format, d'un unitaire où elle vit des choses quand même assez intenses dans un laps de temps finalement qui est très court, moi, ma question, c'était comment faire en sorte que toutes ces étapes soit totalement sincère, etc., mais qu'on soit dans quelque chose où on a quand même une forme d'empathie pour elle et où surtout on y croit, on puisse croire réellement et qu'on puisse se projeter. Donc moi, ça c'était mes petites questions. Et puis la dernière étape, c'était... T'as dit 3, tu t'es lancé dans un truc. Je suis même pas sûre qu'il y avait le 2. Mais j'ai pas entendu le 2. Non, il n'y a pas eu le 2. C'est comme elle Il n'y a a dit pas eu le 2. Ah oui, donc voilà, la dernière partie qui était la plus, enfin en tout cas la plus caractéristique de notre travail sur le tournage, c'était qu'il y a évidemment les scènes étaient écrites, dialogue écrit, mais on a fait quand même beaucoup d'impro, on a fait beaucoup d'impro et ça c'était, donc notamment cette scène-là, arrête, qui a été une des scènes où j'ai eu le plus de difficultés. Parce qu'au départ, il n'était pas du tout écrit arrête, non? Qu'est-ce qu'il était écrit, je m'en rappelle. Non, oui, mais c'était juste il y avait arrête. En fait, non, le principe arrête. de la scène, c'était pas arrête, c'était non, mais lui disait non, mais c'est plus possible, là, ça suffit, j'en peux plus, je te quitte, enfin, je sais plus très bien. Et c'est vrai que c'était pour le coup, j'ai l'impression qu'Eric et André avaient la sensation peut-être qu'on avait une redite, qu'on répétait quelque chose qu'on avait déjà vu. Et à un moment, on est tous les deux dans la salle de bain, et là, et ce qui est bien avec eux, c'est quand ils sont contents, ça se voit, mais quand ils sont pas contents, ça se voit aussi. Livre et donc, à un moment, je sais plus, Andrea, elle dit non, mais voilà, là, il faut juste que tu dises arrête, quoi, arrête. Je dis d'accord, ok, arrête, mais arrête, avec Alison, arrête, mais oui, arrête, voilà, arrête. Bon, d'accord, arrête. Et alors, au début, ça pataugeait un peu dans la semoule. Et puis, à un moment, c'était aussi accepter ce lâcher prise qu'en fait, on peut pas totalement réfléchir avec ce qu'on est, parce que le glissement vers la folie. Et là, c'est là que j'ai compris, je me suis dit, je peux leur faire confiance en matière de folie. Non, mais ce glissement, il était génial parce que... En fait, ce qui était super sur ce moment, c'est-à-dire que ce qui me revient de cette anecdote, c'est que tous les deux, Alexis et Marie, disaient oui, mais tu vois, alors ils avaient leur texte, mais là, dans les didascalies, quand même, ça pète pas les plombs. Et là, on a dit, ah non, mais le scénario, c'est pas ton problème, en fait, c'est le nôtre. Toi, tu vas interpréter et on va, franchement, nous, on est là pour te nourrir et te dire,
fais-nous confiance sur la structure du scénario et comment on l'amène nous dans notre idée de réal et de montage. Mais fais-nous confiance, ça on l'a déjà fait, c'est un tout cas scénario qui se répète dans un différent lieu, mais l'humeur est la même. Donc il faut qu'on aille plus loin pour faire comprendre justement la bascule vers la folie. On se dit, c'est elle l'hystérique de toute façon. Et on avait besoin de ça, de cette bascule et de lui qui il y avait prend du plaisir à l'humilier. Lui, il fallait qu'on le montre, on voulait montrer à ce moment-là, non pas quelqu'un qui avait une logique qui est celle qu'il aurait pu avoir face à tous les autres, à ses amis, c'est-à-dire dire bah voilà, je te quitte parce que ça va plus. Et voilà, il fallait qu'à un moment donné, on ait ce moment où il est seul avec elle et où on voit sa jouissance de l'avoir mal. Et il fallait qu'on ait ça. Donc même là, chez Alexis, quand je disais regarde la glace, on disait regarde la glace. Regarde-toi, prends du plaisir à lui à faire dire du arrête, mal. pareil, arrête, à regarder de toutes les façons. Et pour lui, alors là, c'était la perturbation totale. Mais après, à un moment donné, il a compris, et là, et comme on est toujours en appui, ce genre de scène se joue pas seul. C'est l'appui que donnait Alexis pouvait lui donner de l'amener encore plus loin. Et puis c'est ça qui est génial quand tu as des super comédiens, parce qu'en tant que réal, tu lâches pas, et puis tu dis non, on n'y est pas, faut que ça aille plus loin. Non, on n'y est pas. Il faut qu'on et c'est là où Marie a fait arrête, mais c'était à nous qu'elle voulait dire. Mais en tout cas, quand on a touché du doigt cette séquence et qu'on a eu, on était, je me souviens, dans la penderie devant notre combo, et quand elle a fait ce qu'elle a fait, on était là dans la penderie, on a fait c'est ça. Voilà, c'est ça, parce que il faut que ça aille jusque là, puisque franchement, même dans des histoires dites équilibrées. Et ben, il y a toujours des moments où tu vas péter les plombs et comment dans une histoire pareille ça n'existerait pas. Il fallait qu'on le voit ça aussi. Il y a une chose importante dans la vie, mais pour le cinéma, c'est qu'à chaque fois qu'on est sur une scène, même à l'écriture, on regarde comment elle s'est créée et après on se dit bon maintenant comment on peut la déplacer sur quelque chose qui est totalement improbable, mais c'est la justesse du jeu des comédiens qui fait que n'importe quelle scène est juste. Souvent, ce n'est pas parce que la scène est fausse, c'est simplement la justesse de jeu. À partir du moment où le jeu, et qu'il y a un fond quand même de psychologie qui peut se raconter, parce que quand même Marie par moment peut venir nous voir en disant là je ne comprends pas très bien ce que donc ça je l'entends. Mais je pense qu'on peut jouer des scènes qui sont complètement décalées avec une sincérité totale. Et là, cette scène-là, elle est vraie qu'elle est déplacée, mais elle fonctionne parce qu'il y a une sincérité des deux côtés qui les amorce. Pour ça, il faut des super acteurs. Oui. Franchement. Vous avez déjà ce casting en tête? Pardon? Vous avez déjà ce casting en tête? Marie, c'est oui, le nom de Marie. Oui, en fait, quand on nous a présenté le scénario, qu'on a travaillé avec Julie Navarro, qui a été la casting directrice, quand elle a quasiment immédiatement dit le nom de Marie, on a tous fait, mais évidemment, voilà, évidemment. Donc voilà, c'est parti tout de suite. Et puis pour Alexis, on a cherché un peu. On cherchait et on voulait quelqu'un qui avait un côté un peu mystérieux, pas certain, en même temps, parce qu'on ne voulait pas tomber sur le gars qui était totalement charmeur, intelligent. Lui, il a quelque chose au fond qui peut être très très froid. Hein? De bête. De bête. On va chercher quelqu'un de totalement intelligent. C'est con, et on a trouvé. C'était difficile. Voilà, ça nous permettait de les amorcer. Donc on voulait quelqu'un qui a quelque chose, une part de mystère et c'est vrai qu'il l'a. Il a ce côté en même temps très sympathique et en même temps il peut avoir des côtés très très froids dans son jeu. Ouais, on l'avait jamais vu Alexis. Et en plus on l'avait jamais vu comme ça. C'était super quand on l'a proposé, c'était super que Golden Elwak et M6 disent bah ouais on y va quoi, parce que à la base c'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît beaucoup dans des grands rôles à la télévision ou au cinéma et puis voilà, non, ça nous a semblé, dès qu'on l'a évoqué, c'est Eric qui l'a évoqué, et ouais, je crois que tu as vraiment raison. Et puis, en plus, on se disait que ça allait bien fonctionner entre eux, ce qui a été le cas, et voilà. Et Ahmed et Nicole, c'est aussi ça. C'était assez vite. Est-ce qu'il pourrait y avoir une suite? Parce qu'on voit quand même à la fin... La sortie de prison, il va être pas content? Non, mais... Elle n'est pas en prison, on voit la couronne mortuaire, il y a quand même, on sait qu'elle a échappé aux assises, mais enfin, il y a quand même un coup de couteau, qui a été donné, mais il y a quand même eu une agression.
on va y avoir tout le volet judiciaire et juridique, justement, avec tous les vides qu'on évoquait, que ce soit le viol conjugal qui n'est pas reconnu et tout ça. Est-ce qu'on pourrait penser que rien va va revenir C'est une question qu'il faut poser à Éléonore et Guillaume. En tout cas, on a trouvé cette fin très pertinente dans la mesure où on sait malheureusement que c'est quelque chose qui se réitère parce que c'est pas traité, parce qu'on n'a pas encore tous les protocoles suffisamment aboutis pour gérer tout ça. Donc généralement, elles lâchent pas leur proie, quoi. Ou alors, si elles les lâchent, c'est souvent assez tragique. Donc, Et donc ce retour-là, mais ce qu'on a voulu montrer aussi, parce qu'au scénario, elle pouvait éventuellement tout lâcher et retomber dans une forme dépressive. Et là, d'un seul coup, on s'est dit, mais non, ça marche pas, on a besoin de diffuser aussi ce message de non, tu ne mourras pas. Et c'est pour ça qu'avec Julie, quand Julie, on voulait une chanson de Pomme pour conclure le film. Et on était sur une autre chanson de Pomme, et Julie dit, mais vous avez écouté, je suis pas dupe. Là, d'un seul coup, on a dit, mais c'est exactement ça, le message qu'on a envie, évidemment, avec aussi nos scénaristes et nos acteurs et actrices, mais besoin de dire, on peut en sortir, on peut, dans la mesure où on connaît tous ces mécanismes, on est passé par là, on peut aussi être résilient, sortir de ça, prendre du recul, voir si on pointe à chaque fois, voilà, si quelqu'un essaie de t'isoler, de te séparer de tes amis, si quelqu'un essaie de te rendre dépendant financièrement, si quelqu'un essaie de te faire déménager pour te faire habiter hyper loin à la campagne toute seule avec lui, si quelqu'un, voilà, c'est attention, warning, et ben ça c'est important. Et c'est important de dire aussi que c'est pas non plus le pays des bisounours, le monde des bisounours, et puis que ce genre d'individus peuvent vraiment s'accrocher à leur proie. Et que dans ce cas, là, c'est à la victime. Malheureusement, c'est toujours comme ça. On demande aux victimes de s'en sortir, on demande aux victimes de porter plainte, mais on ne va jamais jusqu'au procès. On demande aux victimes de libérer la parole, mais il y a toujours 73% de classement sans suite. On demande aux victimes énormément de force parce qu'on ne traite pas les prédateurs. Donc voilà, nous on voulait quand même montrer ça, mais on voulait montrer aussi que Anna a vécu ce qu'elle a vécu. Il y a une peine carcérale qu'on a souhaité un peu floue, de manière aussi, de toute façon c'est très aléatoire tout ça. Et on a aussi souhaité montrer qu'elle s'était reconstruite, qu'elle avait eu mal, mais qu'elle s'était reconstruite et qu'elle ne retomberait pas dans ses filets. Voilà, et ce moment où elle voit la couronne, on voit Marie, on voit Anna, mais incarnée par Marie dans son charisme, sa splendeur et tout, et qu'elle regarde ça, qu'elle lève la tête et qu'elle s'en va vers la personne avec qui elle vient juste de parler, là tu dis c'est super, c'est gagné, parce qu'elle va le zapper, allez, on y croit quoi. En fait ça montre aussi par exemple, le fait qu'une victime peut être résiliente, mais qu'un bourreau entre guillemets est toujours dépendant de sa victime. Elle est toujours dépendante de sa victime parce qu'on ne le traite pas, c'est toujours la même façon. Il y a un endroit où le prédateur, il devient prédateur, pourquoi? Parce qu'il y a un vide quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la lumière de l'autre pour et oui. Bon, généralement c'est souvent dans l'enfance que tout se passe, donc voilà, si on s'évertuait à faire beaucoup de prévention contre les violences dès le plus jeune âge à l'école, peut-être qu'on aura un peu moins de prédateurs quoi. L'idée vraiment de ce film, c'est de faire un écho finalement chez toutes les personnes qui peuvent le voir. Est-ce que, là pour le coup je m'adresse aux deux actrices, est-ce que vous avez déjà eu dans les films que vous avez tournés justement des tournages qui ont pu faire écho de façon personnelle chez vous faire évoluer d'une façon ou d'une autre? Et est-ce que celui-ci a eu un impact particulier sur vous? Bénu, quand tu m'as dit la course de chat. Non, ce film-là, moi, il m'a réinterrogée, sur la responsabilité des personnes témoins et de la société plus globalement. Après, c'est vrai que le rôle de l'avocate, par exemple, effectivement, elle se saisit du dossier, mais il y a un truc quand même où on se dit, comment ça se fait que la société, en fait, prenne pas en charge, comment ça se fait qu'on laisse ça, comment ça se fait que ça perdure, comment ça se fait qu'il n'y ait pas assez d'outils judiciaires, comment ça se fait qu'il n'y ait pas assez de moyens. Moi je trouve que ça m'a réinterrogée sur ça, à la fois à titre personnel, de me dire maintenant comment on fait pour briser la glace, ou comment ça se fait qu'on n'a pas d'outils pour parler mieux même à un enfant, ou pour parler mieux à une amie de sa situation. Et puis après, moi c'est aussi
des choses, alors que j'ai étudié beaucoup moins que Andrea et Eric, parce que voilà, quand je faisais des chroniques sur les violences conjugales, je regardais les textes de loi, je regardais les débats, et donc j'avais un peu cette colère qui est portée aussi par l'avocate, de voir la répétition de la communication se faire sans voir des fois les moyens alloués. Et moi, à titre personnel, en fait, comment dire, ça m'a replongé dans ce truc-là, de voir que par exemple, donc je fais 7 ans de chronique, et 7 ans de chronique, chaque année, on se dit, ah ben voilà, alors pour la journée des droits des femmes, ou pour la journée de la lutte contre les violences conjugales, et il va y avoir une prise de parole du ministre, et donc je l'écoute, et alors je note, et tout, puis après je me dis, bon, alors qu'est-ce que sont devenus les budgets? Et puis les budgets, voilà, je vois qu'il y a eu le budget pour l'affichage dans le métro, mais que par exemple, il n'y a pas eu le budget pour l'accueil téléphonique. Or, à quoi ça sert d'avoir un affichage dans le métro qui dit « Oh, stop aux violences sexistes dans le métro ?» Je dis « Merci, maintenant je fais quoi de l'affiche ?» Non, mais si, 18 heures de plus personne au standard. Non, et franchement, et voilà, une fois, il y avait le ministre qui me l'avait dit, qui avait dit « C'est vrai que le budget a été alloué à de l'affichage et que par contre la ligne téléphonique qui était promise par la RATP n'a jamais été créée. » Et ben en fait, du coup, tourner cette fois-ci en tant que, non pas en tant que personne, mais en tant que personnage, et me dire ok, là je suis la personne qui suis censée m'occuper de ce dossier, et en même temps, voilà, voir que je suis quand même la chieuse, que finalement, si jamais ça repose pas sur un officier de police judiciaire qui se dit putain, il y a un problème. C'est-à-dire on voit qu'en fait son destin dépend à un moment donné vraiment de la décision d'individus, et parce que le système dans sa globalité n'a pas été prévu pour ça. Moi c'est ça que ça m'a renvoyé. Et Marie-Gila moi je dirais que d'un point de vue vraiment purement intime, puisque c'est quand même un personnage qui a fait appel à des choses extrêmement intimes, intérieures, puissantes, émotionnelles. Il y a deux choses, mais ça c'est de façon plus générale, mais je réfléchissais à la façon dont Andrea et Eric nous ont dirigés, et en fait je me disais tiens oui, qu'est-ce qui a fait que je me suis sentie finalement aussi disponible, parce qu'il y a des films où c'est moins le cas, et pourtant c'est pas pour ça qu'on n'a pas d'attachement pour les metteurs en scène, mais je pense en particulier à Andrea parce qu'elle a un aspect qui, c'est vrai qu'elle a quelque chose de très physique, Andrea a quelque chose de très viscéral. Et je pense que... Pourquoi vous rigolez? Non, mais parce que j'aimerais voir le film de cette interview. Mais Andrea est quelqu'un qui a vraiment accès à ses émotions de façon directe. Je pense qu'il n'y a pas 36 détours. Et le fait de travailler avec quelqu'un qui a ce rapport extrêmement brut avec ses propres émotions, je pense réellement que ça m'a vraiment permis sans doute de laisser tomber toutes sortes peut-être de barrières que j'ai pas forcément, mais ça m'a vraiment permis d'avoir ce rapport direct avec mes propres émotions. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez unique, je dois dire. Et puis d'un point de vue plus intime, alors là j'extrapole, c'est de façon plus générale, mais ce film en tout cas m'a donné cette réflexion de se dire que, alors là on est dans les violences conjugales, on est dans un cas extrêmement grave, mais qu'il est vraiment très important, et en particulier quand on est des êtres un peu Allez. Quand on fait partie peut-être d'une certaine catégorie d'êtres plutôt entre guillemets empathique, parce que forcément comédien c'est un peu notre seconde nature, c'est quand même d'être capable de se mettre à la place des autres, donc cette empathie elle est naturelle. C'est important de garder le cap, de se mettre au centre de sa propre vie, parce qu'on peut facilement être happé par toutes sortes de choses où on se détourne petit à petit de l'essence même de sa vie. Et moi ça m'a en tout cas, et ça a été un petit déclic parmi d'autres, mais ça m'a permis peut-être de recadrer certaines choses dans ma vie, de me dire voilà, à 46 ans je vais continuer à apprendre à poser mes limites et à être le centre de ma vie, parce que quand on est au centre de sa vie on est beaucoup plus agréable avec tout le monde, et voilà, c'est des petites choses comme ça. C'est mieux pour soi aussi. C'est mieux pour soi. C'est plus agréable avec soi-même. Voilà. C'est vrai.